Alors, nous allons commencer par le programme. Alors, tout d'abord, je ferai une présentation des programmes et Fédération québécoise du cancer et ensuite je laisserai la parole à Dominique qui vous fera une présentation sur les soins palliatifs, la trajectoire oncologique et l'énumération des 10 mythes les plus fréquents lorsque l'on parle de soins palliatifs. Et enfin, nous aurons une période de questions-réponses. Alors, je travaille, comme je vous le disais tantôt, pour la Fondation québécoise du cancer. Alors, la Fondation québécoise du cancer, sa mission, c'est de soutenir depuis 42 ans les personnes atteintes de cancer et leurs proches en offrant des services concrets adaptés à leurs besoins partout au Québec. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le service d'information. Alors, nous avons la ligne Info Cancer. Donc, c'est une ligne gratuite, confidentielle. Au bout du fil, vous avez des infirmières spécialisées en oncologie. Vous avez aussi des documentalistes spécialisés en oncologie. On a une grande bibliothèque et on fait de tours partout au Québec. Donc, ça peut être très utile. Sachez aussi, à travers les services d'information, vous pouvez avoir du référencement. Donc, c'est-à-dire, vous posez votre question et une infirmière va vous diriger vers la bonne ressource. Sachez aussi, à travers la ligne Info Cancer, que vous pouvez avoir accès à des nutritionnistes et à des psychologues par téléphone. Nous offrons aussi du soutien psychologique. Avec la ligne Info Cancer, vous pouvez avoir du jumelage téléphonique. Alors, qu'est-ce que c'est le jumelage téléphonique? Une personne qui est passée par l'épreuve du cancer et qui est en fin de trajectoire de soins va pouvoir bénévolement, mais quand même de manière encadrée et formée par l'équipe d'Info Cancer, va pouvoir soutenir une personne qui est en traitement pour, en général, on essaie de jumeler le même type de cancer. Donc, c'est une forme de soutien énormément de bien. Nous proposons aussi en soutien psychologique de l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, c'est un service où une thérapeute, donc spécialisée en art, va faire sortir des émotions, donc des patients, mais aussi pour les proches, parce que nous avons aussi des ateliers spécialement dédiés pour les proches à travers la création. Donc, c'est vraiment, ce sont des ateliers qui sont très libérateurs et qui procurent énormément de plaisir. Dans les programmes de bien-être physique, nous proposons de la massothérapie. La massothérapie, ça fait du bien. On propose pour 1 heure 25 $. La personne qui est éligible, c'est-à-dire qui est en traitement, peut avoir le droit jusqu'à 6 massages à 25 $ par massage. Donc, massage, ça fait du bien, ça relaxe, ça détend et les massothérapeutes sont spécialisés en oncologie. Un autre service dans la kinésiologie. La kinésiologie, ça fait aussi du bien, comme vous le savez très certainement, de faire de l'activité physique, qu'on soit malade ou pas. C'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral aussi. Alors, un kinésiologue va vous proposer lors de votre première rencontre, une évaluation où, selon vos besoins, selon vos douleurs, vos symptômes, va pouvoir vous donner un programme fait sur mesure, juste pour vous. Alors, ça permet de diminuer les douleurs, le sommeil, de diminuer l'anxiété. Puis, on propose aussi, depuis la pandémie, beaucoup d'ateliers virtuels. Alors, vous pouvez faire aussi des suivis avec le kinésiologue en ligne et aussi en groupe. On a des centres d'hébergement. Donc, la Fondation québécoise du cancer a 6 centres d'hébergement partout au Québec. Donc, ce qui fait de notre réseau le plus grand réseau d'hôtellerie au Québec à ce propos. Donc, je vous lance, je vous tends une perche et puis vous me le direz peut-être un peu plus tard lors des questions-réponses. Juste si vous avez une idée,
combien peut coûter une nuit dans un centre d'hébergement, donc avec 3 repas inclus et le transport aller-retour à l'hôpital. Donc voilà, je lance la question et puis vous pourrez me donner une idée en fin de présentation. Donc, nous avons aussi le programme pour les 15-39 ans. Donc, ça s'appelle le programme Affilix. C'est un programme qui est relativement, sans faire de jeu de mots, jeune, mais voilà, qui n'est pas très vieux en tout cas. On a décidé de créer ce portail-là spécifiquement dédié pour les jeunes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas nécessairement les mêmes attentes, les mêmes problématiques lorsqu'il y a l'annonce d'un diagnostic de cancer. Donc, nous avons un portail dédié pour les jeunes. Et enfin, nous avons un répertoire des ressources en ligne. C'est un répertoire qui contient plus de 2200 ressources spécialisées en oncologie. Donc, vous pouvez, à n'importe quel moment de la journée, chercher des informations, des catégories à ce propos. Voilà. Dominique? Merci beaucoup, Laure, pour la présentation de vos services. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre organisation maintenant. Je travaille pour Nova Soins à domicile. Nova Soins à domicile, en fait, est un organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de fournir des soins à domicile qui vont être vraiment personnalisés, des soins de haute qualité et prodigués, bien sûr, avec compassion. Tout ça, c'est offert, en fait, aux personnes malades et en fin de vie et bien sûr aux proches qui les soutiennent. Chez nous, en fait, on a 2 programmes vraiment distincts. Le premier, c'est le programme de soutien à domicile qui va être offert à la population étant en perte d'autonomie ou ayant certaines conditions médicales telles que l'Alzheimer ou le Parkinson, par exemple. Notre deuxième programme chez Nova, c'est vraiment le programme de soins palliatifs dont je vous le parlerai un petit peu plus en détail là, sous peu. Notre programme de soins palliatifs chez Nova, il occupe 80% de nos services offerts. Donc, c'est vraiment la plus grande majorité des services qui sont offerts chez nous. Les soins à domicile, Nova comme soins à domicile travaille en collaboration puis en complémentarité avec les CLSC puis les hôpitaux qui offrent aussi là, pour les services à domicile. Chez nous, c'est vraiment important, là, ce qui nous distingue, c'est vraiment la collaboration avec les CLSC avec qui on travaille. Nova soins à domicile, en fait, on est présent sur le territoire montréalais, principalement dans les secteurs du centre et de l'ouest de l'île de Montréal. Si vous voulez connaître en fait les ressources qui peuvent être présentes dans vos secteurs, dans vos régions, en fait, vous pouvez justement consulter le répertoire de la Fondation là, que Laure vous a parlé précédemment pour voir l'offre de services en soins palliatifs. C'est quoi les forces chez nous? Hein, on va se lancer un peu des fleurs, c'est important. Les forces, en fait, chez Nova Soins à domicile, c'est vraiment la qualité de nos services en soins palliatifs à domicile qui vont être offerts par du personnel qui vraiment va être spécialisé dans ce domaine-là. Donc, chez nous, on a une équipe d'infirmières, on a une équipe de préposés aux bénéficiaires, de massothérapeutes, travailleurs sociaux et bénévoles. Un autre de nos forces, c'est vraiment nos heures de service qui vont être 24/7 pour les personnes en soins palliatifs. Ce que ça veut dire un petit peu, ça, c'est qu'on a une infirmière de garde vraiment qui est là durant les heures hors bureau, je dirais. Donc, par exemple, s'il y a une famille qui a un questionnement hors heure régulière, elle peut contacter un numéro spécial qu'on remet toujours à la famille, à notre clientèle. Puis, elle va pouvoir discuter par téléphone avec une infirmière de garde de Nova. Puis, elle peut même faire une visite à domicile, cette infirmière-là, là, si les besoins sont là. La gratuité de nos services en soins palliatifs est bien sûr une de nos forces. Des soins offerts toujours par le même intervenant pour une même personne puis sa famille. Pour nous, c'est une particularité qui est très importante. Hein? Tout ça dans l'idée qu'on a vraiment de la continuité des soins puis le maintien d'une confiance qui va s'établir entre l'intervenant puis la personne et sa famille. Et une autre de nos forces, bien sûr, notre étroite collaboration avec les CLSC, comme j'ai dit précédemment.
Je vous parle un petit peu des soins palliatifs qui sont encore, comme Laure le disait, très tabous dans notre société. Je vous lis une petite définition, puis après ça, je vais vous en parler un peu. Donc, les soins palliatifs sont des soins actifs et globaux destinés aux personnes et à leurs familles qui font face à une maladie et à un pronostic réservé. Ils ont pour objectif d'améliorer la qualité de la vie d'une personne et de sa famille dès qu'une pathologie chronique limitant son espérance de vie est diagnostiquée, et ça jusqu'au-delà du décès. Ils vont être vraiment offerts conjointement au traitement à visée curative. Hein, on le sait, le cancer est vraiment de plus en plus compris comme étant une maladie chronique. Hein. Ça, c'est dû un peu aux avancées de traitement qui vont être vraiment personnalisées. Chez Nova, les gens atteints de cancer occupent 89 de notre clientèle. Donc, ça représente vraiment la grande majorité de nos patients. Les soins palliatifs, ils vont aussi mettre l'accent sur une approche vraiment holistique. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? Bien, c'est vraiment dans son ensemble. Fait que c'est vraiment de ne pas oublier de tenir compte des attentes des gens, des espoirs, de leurs valeurs, de leurs craintes, de leurs besoins. Et tout ça en mettant un peu les préoccupations qui vont être physiques, qui vont être psychosociales, qui vont être spirituelles de la personne et de ses proches. Lorsqu'on entend soins palliatifs, comme je disais, on doit vraiment penser au soulagement des symptômes, à l'accompagnement, à l'aide psychologique et spirituelle. Puis tout ça, dans le fond, ça fait partie des rôles qu'un intervenant en soins palliatifs fait. Nova, soins à domicile et tout autre intervenant qui travaille dans ce domaine-là vont donner ce genre de soins. Donc, vous voyez comme quoi ça regroupe aussi une grande diversité de professionnels. C'est important ici, je veux quand même mentionner comme quoi les soins palliatifs, ils ne vont pas nécessairement se terminer au décès du patient. Hein. Le programme de soutien puis de deuil, ça fait vraiment partie intégrante des soins palliatifs. Dans un contexte de domicile, c'est quoi que ça représente tout ça? Bien, ça représente bien sûr la brève définition que je viens de vous énumérer, mais avec des bénéfices puis des défis. Puis vous allez voir que dans le fond, dans cette diapo-là où on parle un peu du domicile, on aborde déjà quelques mythes qui existent par rapport aux soins palliatifs. Un des bénéfices, bien sûr, du domicile, c'est de pouvoir répondre aux désirs de la population de rester à domicile, hein, des personnes et de leurs familles. C'est de prendre le temps d'une façon un peu différente aussi, de parfois apprivoiser les prochaines étapes qui vont arriver, que ce soit par exemple le lit d'hôpital, quand un lit d'hôpital entre dans le domicile. Donc, Souvent, je dis à notre clientèle, en fait, que la plus grande différence entre le domicile et un contexte, par exemple, hospitalier, c'est le fait que dans un hôpital, par exemple, c'est vraiment la personne malade qui va s'adapter à ce nouvel environnement-là. Tandis qu'au domicile, ben, c'est nous, un peu les intrus comme intervenants qui va arriver dans la maisonnée. Un des défis aussi du domicile, puis je pense qu'il faut en tenir compte, il faut être réaliste aussi, c'est vraiment en termes d'urgence imprévue ou la capacité en fait d'aide des proches qui peut être plus difficile parfois. Donc ici, on voulait vous illustrer en fait les différentes visions des soins palliatifs qui malheureusement persistent encore beaucoup à ce jour, mais qui cheminent quand même tranquillement. Beaucoup de personnes pensent encore que les soins palliatifs, ils vont être nécessaires que dans les dernières semaines de vie, puis ils vont être demeurer réservés exclusivement aux personnes atteintes de cancer. Dans la première figure que vous voyez, on voit vraiment le concept traditionnel. On voit clairement la coupure là, entre l'oncologie et les soins palliatifs, d'où un peu le sentiment d'abandon que certains patients, certaines familles vont ressentir lorsque notre fameux dossier va être transféré en soins palliatifs et qu'on doit entrer en contact avec toute une nouvelle équipe de soins. Tandis que dans la figure numéro 2, qui est en fait le nouveau concept des soins palliatifs, on voit qu'il est vraiment bien reflété. L'oncologie et les soins palliatifs, ils vont prendre plus ou moins de place, dépendamment où on se trouve sur le continuum de temps, mais ils vont quand même être vraiment là, solides les deux ensemble, ils vont marcher ensemble.
Sachant que les soins palliatifs, pardon, visent tous les patients atteints de maladies chroniques potentiellement fatales, ben, c'est important qu'on introduise les soins palliatifs vraiment dès l'annonce du diagnostic, ce qui inclut aussi, comme je disais tout à l'heure, là, le service de deuil. Donc, on voit vraiment que c'est un continuum puis que les deux vont être présents, pas nécessairement prendre la même place, mais que la transition et l'évolution se fera beaucoup mieux. Maintenant, je vais vous présenter un peu la trajectoire oncologique. Hem, Ici, dans le fond, ce que vous voyez dans cette figure-là, là, c'est dans le bas, vous trouvez début du cancer incurable. Incurable, je veux premièrement préciser que ça ne veut pas dire sans traitement. Donc ça, c'est encore un mythe qui persiste beaucoup. Pour illustrer cette figure-là, ben, on peut penser à une personne qui va recevoir des traitements qui ont clairement un effet bénéfique sur sa maladie. On le voit dans la figure, là, la personne est peut-être un petit peu plus fatiguée, mais est capable de vaquer à ses occupations, puis il n'y a pas vraiment de détérioration. Puis, à un certain moment, ben, malheureusement, les traitements, ils n'ont pas nécessairement l'effet souhaité ou les risques puis les effets secondaires sont rendus trop grands pour la personne. Puis c'est là qu'on va voir un déclin plus rapide ou s'il y a des traitements qui vont évoluer, changer, arrêter à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment la trajectoire oncologique. Dans le jargon, je vous dirais un peu des soins palliatifs. Il existe d'autres aussi trajectoires, mais on ne les abordera pas là, pour la présentation de ce jour. Je vais être rendue aux différents mythes qui persistent dans nos sociétés. Encore la semaine dernière, j'en ai entendu plusieurs, puis je suis vraiment certaine que certains vont résonner à vos oreilles. Donc, allons-y pour les 10 mythes. Le premier mythe, les soins palliatifs précipitent la mort. Les soins palliatifs, en fait, en réalité, n'ont bien sûr pas effet de précipiter la mort. On vise vraiment à assurer le confort du patient puis à optimiser sa qualité de vie depuis le diagnostic d'une maladie avancée, puis ça jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Il faut aussi noter qu'il y a une distinction entre les soins palliatifs puis l'aide médicale à mourir. Le mythe numéro 2. Les soins palliatifs sont réservés aux personnes en train de mourir du cancer. On l'a vu un petit peu là, dans les différentes visions des soins palliatifs. En réalité, ben, les patients et leurs familles et leurs profs peuvent profiter des avantages des soins palliatifs dès le diagnostic d'une maladie susceptible d'écourter la vie. Je crois que ce mythe-là est en train de tranquillement de se déconstruire, mais il persiste malheureusement aussi là, encore dans la société. Lorsqu'une personne en soins palliatifs cesse de manger, elle meurt de faim. Ben, en réalité, la personne qui va souffrir d'une maladie avancée, elle ne ressentira pas la faim et de la soif de la même manière que vous et moi qui êtes en bonne santé, par exemple. La personne qui va ne plus s'alimenter à la fin de la vie, c'est vraiment parce que son corps lui dit de ne plus s'alimenter. La personne va décéder de sa maladie, mais nécessairement pas de la soif et de la faim. Seuls les hôpitaux offrent des soins palliatifs, mythe numéro 4. Ben, une personne peut bien sûr recevoir des soins palliatifs, peu importe l'endroit où on vit, hein, que ça soit à la maison, que ça soit dans un établissement de longue durée, un CHSLD, dans une maison de soins palliatifs ou à l'hôpital. Il y a plusieurs hôpitaux aussi qui ont des étages, vraiment des unités de soins avec l'expertise nécessaire pour les soins palliatifs. Il faut savoir que peu importe que recevoir des soins palliatifs, peu importe son milieu, en fait, ça fait partie des droits de chaque Québécois. Le mythe numéro 5. Il faut préserver les enfants de la mort. En réalité, bien sûr, le fait de pouvoir parler des questions entourant la mort, ça va permettre aux enfants, en fait, de développer des saines attitudes qui vont leur être utiles à l'âge adulte. Comme les adultes, les enfants, eux aussi, ont besoin de dire au revoir aux personnes qui leur sont chères. Ce qui était vraiment important, c'est de pouvoir adapter nos propos avec les enfants directement.
Si vous faites face à cette situation-là, personnellement, je peux vous encourager en fait à téléphoner à la ligne Info Cancer, puis vous allez pouvoir recevoir un accompagnement là, directement pour ça. Mythe numéro 6, la douleur fait partie de la mort. Alors, en réalité, la douleur ne fait pas toujours partie de la mort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elle est présente en fin de vie ou pas nécessairement en fin de vie aussi, tout simplement en soins palliatifs, il y a toutes sortes de façons de soulager, peu importe le type de douleur. J'aimerais ça rajouter aussi que, tu sais, au niveau de la douleur, on va parler beaucoup de douleurs physiques, mais il existe plusieurs types de douleurs, puis toutes ces douleurs-là se doivent d'être adressées pour les gens qui font des soins palliatifs. Mythe numéro 7, l'administration d'analgésiques en soins palliatifs entraîne une dépendance. Alors, en réalité, ben, pour maintenir le confort du patient, il faut souvent lui administrer des analgésiques qui vont être à plus forte dose. Son corps va s'adapter, il va développer une certaine tolérance, qu'on va dire, mais vraiment pas une dépendance. On comprend ici que le sens de dépendance, c'est vraiment considéré comme une addiction, là, je dirais, soit le fait de prendre des médicaments sans nécessairement en avoir de besoin. Mythe numéro 8, on donne de la morphine pour précipiter la mort. Celui-là, je vous dirais que c'est le mythe que j'entends le plus souvent encore. En réalité, bien dosée, bien sûr, la morphine va permettre de maintenir le confort du patient, mais elle ne va pas précipiter la mort. On administre de la morphine chez des personnes ayant des douleurs ou des problèmes de respiration, par exemple, dans le but de vraiment les soulager puis d'optimiser, bien sûr, leur qualité de vie. Jamais on va donner un médicament si la personne n'en a pas de besoin. Euh, des médicaments comme de la morphine qui vont être bien dosés, qui vont être bien suivis, bien, ça va vraiment permettre à la personne de pouvoir vaquer à ses occupations de façon beaucoup plus importante. Mythe numéro 9. Si on m'envoie en soins palliatifs, c'est parce que mon médecin ne peut plus rien faire pour moi, excusez-moi. Je déteste ce terme-là, ne peut plus rien faire pour moi. En réalité, les soins palliatifs, ils permettent, comme je disais, d'optimiser la qualité de vie d'une personne diagnostiquée. Puis l'objectif, c'est sûr que c'est plus de guérir, mais de permettre de vivre sa vie au maximum. Les soins palliatifs, c'est des soins qui sont actifs. C'est souvent des soins qui sont intensifs dans le sens de soulagement de douleur, de soulagement de toute forme, en fait. Le mythe numéro 10, j'ai le sentiment d'avoir abandonné un membre de ma famille parce qu'il n'a pu mourir chez lui. On entend beaucoup de culpabilité hein, dans ce mythe-là. Donc, même si on met tout en œuvre pour garder une personne à la maison, ben, ses besoins ils sont parfois trop grands. C'est pas, ça ne devrait pas être un échec de veiller à ce que cette personne-là reçoive les meilleurs soins possibles, quel que soit l'endroit, en fait. Dans le fond, ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter dès le début afin de minimiser tout sentiment de culpabilité pour la famille si le plan initial, ben, il ne peut pas se concrétiser. Donc là, je vous ai présenté 10 grands mythes. Malheureusement, je n'ai pas vu vos réactions non verbales. Je suis certaine que vous en avez eu. Je suis certaine que vous avez peut-être certaines croyances par rapport à ça aussi. Puis on aimerait ça pouvoir vous entendre là, dans le chat si vous avez des questions, des commentaires, des réactions par rapport à ça. Juste avant de vous laisser la parole, Laure va vous envoyer le sondage à savoir si vous aimeriez qu'on déconstruise, dans le fond, un de ces mythes-là, mais vraiment plus en profondeur. Hein. On peut voir qu'il y a plusieurs aspects de ces mythes-là qui vont toucher quelque chose de nos croyances, de nos valeurs, quelque chose d'un peu plus biomédical aussi. Donc, on pourrait en parler vraiment longuement là, d'un de ces mythes lors d'un prochain webinaire. Parfait, merci beaucoup Dominique.